Les violences s'invitent dans la campagne municipale à Marseille. Les préfets mettent en garde le gouvernement sur l'exaspération des policiers. Rumeurs sur la place de l'idéologie du genre dans les programmes des écoles. La Manif pour tous se mobilise dans les grandes villes européennes, notamment à Paris et à Lyon. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur TV Liberté pour la première édition de notre journal. 4 tués par balle en un mois à Marseille. La dernière victime en date a été abattue lundi à la Kalachnikov devant une école, donc ce qui s'apparente à un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Cette nouvelle fusillade est survenue quelques heures après la visite du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, venu soutenir Patrick Mennucci, le candidat socialiste à l'élection municipale. Et c'est un désaveu pour le ministre qui avait auparavant vanté ses résultats en matière de lutte contre la criminalité. Comparé aux 17 tués par balle l'année dernière, 2014 démarre en trombe, alors que se poursuit la campagne électorale où le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, est donné gagnant par un sondage de l'Institut CSA publié aujourd'hui jeudi. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995, brigue un 4e mandat consécutif après une réélection de justesse en 2008. D'après le même sondage, la lutte contre la délinquance et le crime arrive en tête des priorités des Marseillais avec 59%. C'est donc dire si ce problème sera un enjeu clé de l'élection de mars prochain. Reste à savoir qui sera le plus convaincant en la matière auprès des électeurs. L'équipe sortante, dont les 19 années passées à l'Hôtel de Ville ont vu une explosion des violences, ou la liste socialiste qui compte sur son électorat naturel des quartiers nord, marqué par une forte criminalité, sans compter la liste Front National dirigée par Stéphane Ravier, créditée d'un score important. Et criminalité toujours avec une note des préfets révélée par le Canard enchaîné. Cette note, en date du 17 janvier dernier, fait état d'une exaspération et d'un découragement croissant des forces de l'ordre face à ce qu'elles considèrent comme le laxisme de la justice. En cause notamment l'interdiction de la géolocalisation des criminels par 2 arrêts de la Cour de cassation. Et est également pointé le rôle accru des avocats dans les gardes à vue. Enfin, la limitation du plaider coupable, cette mesure votée alors que Nicolas Sarkozy était au ministère de l'Intérieur, qui donne une peine atténuée et évite le procès au prévenu en échange de l'aveu de sa culpabilité. Plusieurs mesures proposées par le garde des Sceaux, Christiane Taubira, sont également contestées, comme la suppression à venir des peines planchers, qui avait été l'une des mesures phares du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ou la volonté du ministre de la Justice de ne pas faire emprisonner les condamnés à des peines de moins de 5 ans de prison. Cette note confirme l'intervention en décembre dernier à l'Assemblée nationale du général de gendarmerie Bertrand Soublet, qui pointait la baisse en 2013 des incarcérations de 33%, tandis que les mises en cause avaient été augmentées de 4%. Je voyais les gendarmes qui me disaient qu'ils étaient inquiets parce qu'ils avaient l'impression qu'on prenait souvent plus soin des auteurs que des victimes. Nous avons une augmentation des personnes mises en cause, par exemple entre 2012 et 2013, là je prends les chiffres, qui est en augmentation permanente de plus de 4%. Et je note dans le même temps que le nombre de personnes écrouées a diminué dans le même temps de 33%. Et cette augmentation est multiple puisqu'on apprenait récemment que les cambriolages étaient en hausse en 2013 de 6,4% en ville et de 4,7% à la campagne. Et maintenant, polémique au sujet de la destruction de la famille, puisqu'elle continue sur l'enseignement de l'idéologie du genre à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, tente de reprendre la main après la décision de nombreux parents d'élèves de dispenser leurs enfants d'école pour manifester leur désaccord quant au programme ABCD de l'égalité. Le ministre a demandé mercredi au chef d'établissement de convoquer les parents concernés. Selon Vincent Peillon, il est nécessaire d'une part de rassurer les parents d'élèves qui ont pu être la cible de ces initiatives de déstabilisation et d'autre part de rappeler fermement les règles de l'école républicaine. Le ministre se trouve dans une situation délicate puisque, outre les associations de défense de la famille, c'est le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui demande au gouvernement de s'expliquer. Et Farida Belgoul, cinéaste, journaliste et écrivain, est à l'initiative de la journée de retrait. Elle dénonce une attaque en règle du pouvoir contre nos enfants, contre la famille et contre la civilisation. Face à ces levées de boucliers venues de toutes parts, le gouvernement parle de rumeurs infondées.
On trouve pourtant dans la Convention interministérielle 2013-2018 sur l'égalité garçon-fille qu'il faut, je cite, prévoir des formations de déconstruction de stéréotypes sexistes dans la formation continue des personnels. Si le quotidien Le Monde prend clairement position pour le gouvernement dans un article parlant d'intox de la part des familles opposées à l'idéologie du genre, l'ambiguïté persiste et semble donner raison aux organisateurs des manifestations de dimanche prochain. Et en effet, puisque le collectif La Manif pour tous organise 2 manifestations dimanche prochain, 2 février, à Paris et à Lyon. Il s'agit de manifestations d'avertissement et de vigilance face à la volonté des députés socialistes et écologistes d'instituer la gestation pour autrui, dite GPA, c'est-à-dire les mères porteuses, et la procréation médicalement assistée, PMA, pour les couples homosexuels. Parallèlement, nous l'avons vu, il est aussi question de s'opposer à l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles. La crainte du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, de voir les rues à nouveau remplies de manifestants pro-famille se confirme donc, puisque ce ne sont pas moins de 60 cars qui sont prévus pour Lyon et 300 cars prévus pour Paris, avec en outre un TGV affrété tout spécialement. Et pour rappel, le cardinal Monseigneur Barbarin a d'ores et déjà annoncé qu'il participerait à la manifestation lyonnaise. Du côté des politiques, Bruno Gollnisch du Front National et Hervé Mariton de l'UMP, ainsi que Jacques Bompard, député-maire d'Orange, seront également dans les rangs des manifestants. Les enfants de ministres bénéficient-ils d'emplois de complaisance? C'est en tout cas une question qui agite les milieux politico-médiatiques depuis quelques jours. En effet, après le fils de Jean-Yves Le Drian, épinglé pour son poste à la Société nationale immobilière, c'est au tour de la fille de Vincent Payon d'être pointée du doigt après sa nomination au prestigieux poste d'attaché culturel à l'ambassade de France en Israël. Le député UMP du Touquet, Daniel Fasquelle, a en effet interpellé le gouvernement sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Toujours empressé d'évoquer les valeurs de la République, notamment pour attaquer ses adversaires qui n'en seraient pas dignes, le ministre de l'Éducation pourrait se voir embarrassé par ses soupçons de favoritisme et de népotisme. Elle est en poste dans le cadre d'un volontariat international. Elle a des masters et les diplômes nécessaires, a justifié pour sa part Alain Vidali, le ministre chargé des relations avec le Parlement. À l'heure où le chômage continue de progresser, les enfants de ministres dits socialistes semblent en tout cas bien protégés de ce fléau. Et sans transition, 9 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté en France, alors que depuis plusieurs années, un certain nombre d'études mettent en lumière la misère en milieu rural. Une étude s'intéresse à son impact au sein des villes. Elle révèle notamment de très fortes disparités entre les communes. Les villes où se concentre la pauvreté se trouvent majoritairement au nord, au sud et à l'est. Très touchés également les DOM-TOM, avec jusqu'à 44% de pauvres dans une ville comme Saint-Pierre à La Réunion, c'est-à-dire disposant de moins de 977 € par mois. Le département de la Seine-Saint-Denis est également surreprésenté avec de nombreuses communes qui comptent plus de 30% de pauvres et pour certaines, plus de 40%. Inversement, des villes comme Neuilly ou Versailles, en région parisienne, ont des taux de pauvreté de 7%. Alors si on peut évidemment imputer à la crise l'augmentation de la pauvreté, son inégale répartition permet aussi de tirer 2 enseignements. Elle affecte des régions plus touchées que les autres par le chômage et l'immigration extra-européenne. Exemple type, Roubaix, dans le Nord. Après avoir été une des villes les plus industrialisées du territoire français, Roubaix connaît aujourd'hui un taux de chômage record et une population immigrée nombreuse. Et la paupérisation ne concerne évidemment pas tout le monde, et notamment pas certaines personnalités pourtant portées à dénoncer les méfaits du capitalisme et de l'égoïsme social. La presse a ainsi révélé la liste d'une partie des personnalités ayant détenu ou détenant encore des comptes en Suisse à la banque HSBC. Un véritable carnet mondain de plus de 3000 personnes dont on peut retenir plus particulièrement les noms de Gérard Miller et Cédric Clapiche, grande figure de la gauche, prompte à donner des leçons. Richard Prasquier également, l'ancien président du CRIF ou encore le tennisman Henri Lecomte. Pris la main dans le sac, les intéressés ont donné des explications plus ou moins convaincantes, plaidant, je cite, l'étourderie ou la méconnaissance des lois. D'autres ont d'ores et déjà mis leur situation en conformité avec la réglementation en vigueur et regrettent que leur nom soit associé à des gens qui persistent dans des pratiques délictueuses. Plus que 24 heures pour les députés pour déclarer leur patrimoine dans le cadre de la loi sur la transparence de la vie publique.
La loi votée en 2012 sous le gouvernement Ayrault ayant pour but la lutte contre les conflits d'intérêts et la transparence de la démocratie, mais sous couvert de belles intentions, il se pourrait que les députés se sont tirés une véritable balle dans le pied. Difficile de procéder à cet exercice, comme il n'est pas évident d'avouer que l'on gagne 9 fois plus que le salaire moyen des Français. 7 100 € bruts d'indemnisation mensuelle, 5 800 € d'indemnité de frais de mandat. Une rémunération totale qui s'élève donc à 12 900 €. Le député bénéficie aussi d'une enveloppe budgétaire de 7 500 € pour rémunérer ses collaborateurs. Et en France, on n'a pas de pétrole et on aura bientôt plus d'idées. En effet, si on en croit une enquête de nos confrères de RTL, ce sont chaque année près de 40 000 jeunes diplômés, majoritairement issus d'écoles de commerce et d'ingénieurs, qui partent à l'étranger pour trouver leur premier emploi. Un phénomène inquiétant pour l'économie française. Il serait en effet 27% de jeunes diplômés en recherche d'emploi à vouloir s'expatrier, en quête notamment de meilleurs salaires. Consommation, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a enquêté sur la modulation des prix de vente des sites français dans le secteur des transports. Elle a relevé l'absence d'IP tracking, procédé consistant à mémoriser l'adresse de connexion à Internet. Et cela afin de faire augmenter artificiellement le prix du billet. Direction l'Ukraine avec une révolte qui se conjugue à la démission du Premier ministre Mykola Azarov. Le bras droit du président Yanukovych, lui-même absent pour des raisons de santé, dit préférer l'unité et l'intégrité de l'Ukraine à son ambition personnelle. Cette décision est censée favoriser les négociations entre les gouvernements pro-russes et ses opposants pro-européens. Ces pourparlers ont déjà permis l'abolition des lois du 16 janvier criminalisant les mouvements de contestation. Et Centrafrique maintenant, à peine une semaine après l'arrivée de Catherine Samba-Panza comme président de la transition en Centrafrique, le Premier ministre André Enza Payeke a formé son gouvernement. Alors que Bangui subit une nouvelle vague de violence, le gouvernement de transition sera composé de figures de la politique centrafricaine, de proches de la rébellion Séléka et d'anciens membres de milices chrétiennes. Ils doivent préparer de concert un programme de pacification. Et religion, le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, poumon oriental de la chrétienté en butte au radicalisme islamique montant du régime turc, est arrivé mardi en France pour une visite exceptionnelle. Il a célébré un office à la cathédrale grecque de Saint-Stéphane à Paris, durant lequel il a fait part de ses attentes quant à son prochain voyage à Jérusalem, où il rencontrera le pape. Un grand espoir pour l'unité des chrétiens. Il célèbre aujourd'hui une liturgie à l'occasion de la fête des 3 saints hiérarques, avant d'aller à l'Institut catholique de Paris recevoir le diplôme de docteur honoris causa. Médias, est-ce la croisade de trop pour Caroline Fourest? La polémiste de gauche s'en est pris récemment à Frédéric Tadei. Elle reproche à l'animateur de Ce soir ou jamais d'inviter trop régulièrement des personnalités sulfureuses, dans le but de distiller des idées complotistes rouges-brunes. Un procès d'attention qui fait pchit, d'après David Doucet, journaliste aux Inrecuptibles. Son article cite le pourtant pointilleux président de la LICRA, Alain Jakubowicz, qui a qualifié l'émission de Tadei d'espace de liberté nécessaire. L'article rappelle aussi que l'écrasante majorité des invités de Tadei n'ont rien de sulfureux. L'un d'eux, Régis Debray, a notamment, de manière plutôt cinglante, la charge de Mademoiselle Fourest. Cette émission est à mes yeux l'honneur de la télévision publique française. La liberté a son prix et le prix à payer, c'est que l'on a les cons contre soi. Et médias toujours, engagés pour faire oublier le terrible échec de l'émission de Sophia Aram sur France 2, Laurent Ruquier rencontre ses premières difficultés. Après un démarrage en fanfare, avec 2 millions de téléspectateurs, les audiences de l'émission Pour tous ont dangereusement chuté. Plus de 500 000 téléspectateurs ont décidé de changer de chaîne en l'espace de quelques jours. Comble de malchance, Télé Loisirs a fait tomber un tabou en révélant le très confortable salaire des chroniqueurs qui entourent la star du PAF. Au moment où les comptes de France Télévisions sont dans le rouge, l'annonce d'indemnités allant de 5 000 à 15 000 euros par mois laisse présager une addition pour tous quelque peu salée. Et nous recevons maintenant Martial Bill, directeur de la rédaction de TV Liberté.
Bonsoir Élise, bonsoir Olivier, félicitations. Je me réjouis d'être présent avec vous, à vos côtés, pour ce journal télévisé qui marque la naissance officielle d'une grande et belle aventure. Une aventure qui a été initiée par le président de la chaîne, Philippe Millot, mais qui a été aussi réalisée, développée grâce à vous, grâce aux techniciens dirigés par Arnaud Soyer, aux journalistes, et puis aussi à notre petite armée pacifique de bénévoles. Alors Martial, vous êtes directeur de la rédaction de TV Liberté, mais TV Liberté, une chaîne de plus? Ah non, c'est une nouvelle chaîne de télévision, parce que c'est une chaîne de télévision qui manquait dans le paysage audiovisuel français, puisque nous nous sommes donnés pour mission de redonner la parole aux Français. On ne les écoute plus, on ne les entend plus, quelquefois on se moque d'eux. Un exemple facile, en 2013, 2 millions de personnes dans la rue pour manifester pour les valeurs, pour la famille. Le pouvoir politique ne les écoute pas, ne les entend pas. Mais certains médias les vilipendent et les moquent. Eh bien nous allons nous adresser directement à ces Français-là, en fait, à tous ceux qui souhaitent défendre un esprit français, qui se retrouvent dans une culture française et européenne, bien sûr. Mais alors, comment peut-on définir TV Liberté? C'est une démarche qui est une démarche d'information et de réinformation pour les Français. TV Liberté, c'est avant tout aussi une démarche non partisane, c'est une démarche d'ouverture. Aujourd'hui, la liberté d'expression est mise à mal dans notre pays. TV Liberté, c'est une réponse. Je souhaite que tous ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire librement sur TV Liberté. C'est aussi une télévision participatif. Très prochainement, sur notre site internet tvliberté.com, on pourra déposer les vidéos que l'on souhaite voir diffusées sur TV Liberté et nous les regarderons toutes et nous diffuserons celles qui nous paraissent importantes. Donc une télévision non partisane, participative, mais aussi, et c'est important, libre et indépendante. Et c'est d'ailleurs le fonctionnement même financier de la chaîne qui garantit cette liberté et cette indépendance, puisque ce sont les téléspectateurs qui deviennent donc des donateurs qui participent au financement de la chaîne de télévision. C'est-à-dire que vous, c'est nous, mais nous, c'est vous. Et alors, quant à la grille de programme, est-elle déjà définie ? Alors, il y aura bien évidemment une montée en puissance dans les prochaines semaines, dans les prochains jours d'ailleurs, du temps réservé aux émissions, mais aussi aux débats, aux reportages, aux magazines. C'est ainsi que, par exemple, dès la semaine prochaine, on retrouvera le magazine culturel qui sera animé par Anne Brassier, où on découvrira les sorties cinéma, les livres, les expositions et plein d'autres choses. Voilà, donc le premier magazine qui arrivera sur TV Liberté, ça sera le magazine culturel, mais il y en aura bien d'autres. Et alors, mis à part les journalistes ou Anne Brassier que vous venez de citer, quelles personnalités vont prendre part au projet ? Ils prennent déjà, parce que nous sommes en train de travailler. Alors, il faut beaucoup de mansuétude, parce que nous sommes encore dans les pilotes, nous sommes encore en train de travailler chaque jour pour nous améliorer, et on va s'améliorer au fur et à mesure des semaines dans un projet qui est là pour 25 ans au minimum. Alors, avec nous, déjà, je vous l'ai dit, Anne Brassier, mais il y aura aussi Robert Ménard, qui a mené un travail de journaliste remarquable dans d'autres chaînes de télévision concurrentes, et qui le fera maintenant sur TV Liberté. Il aura un débat face à face avec les adversaires, puis aussi un débat accompagné de Gabriel Cluzel avec les chroniqueurs de Boulevard Voltaire, du site internet Boulevard Voltaire, et qui viendront développer l'actualité, l'information sur TV Liberté. Que vous dire de plus ? Il y aura aussi, par exemple, Philippe Conrad, qui est un historien important, reconnu, et qui est le directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire et qui animera l'émission d'histoire. Il y aura une émission d'économie. Il y aura Jean-Yves Le Gallou, spécialiste des médias, qui viendra animer très prochainement, dans le début du mois de février, une émission consacrée aux médias, mais aussi à l'information à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et beaucoup d'autres. Arnaud Guyot-Janin, qui est un spécialiste français du cinéma, qui va venir nous faire découvrir les grandes personnalités du cinéma français. Je crois que c'est Maurice René qui va commencer, nous y travaillons. Il y aura Émeric Choprade pour une émission qui sera consacrée à la géopolitique, Paul-Marie Couteau et beaucoup d'autres au fur et à mesure des semaines. Voilà, donc c'est une montée en charge, un programme qui nous attend et qui commençait aujourd'hui par ce journal télévisé. Alors Martial, le mot de la fin. Au boulot. Merci Martial. Il était aussi question de liberté d'expression dimanche dernier. Retour sur la manifestation de dimanche qui a rassemblé entre 15 et 30 000 personnes avec comme mot d'ordre le mécontentement. C'est un cortège hétéroclite qui a suivi un itinéraire long de 6 km dans les rues de Paris. Des colères très différentes, fiscalité, défense de la famille, liberté d'expression.
Le mot d'ordre commun, la démission du président François Hollande. Mis à part quelques slogans condamnables venant d'individus isolés et de provocateurs, le cortège a défilé sans incident notable jusqu'à la dispersion. Tout de suite, notre grand format. Je suis un patriote français, je veux que la France reprenne son indépendance, sa souveraineté, qu'on reprenne le contrôle sur notre pays pour maîtriser notre destin simplement. Il y en a plein le cul de cette oligarchie cosmopolite, antinationale, antisociale, qui détruit notre pays. Nous sommes ici pour démontrer que les catholiques ne sont pas résignés, que François Hollande détruit les familles, que Manuel Valls menace les catholiques, les traite d'intégristes dangereux pour la République. Eh bien, nous ne sommes pas prêts à céder à ces intimidations. Nous voyons à quel point Manuel Valls soutient l'antichristianisme en France, à quel point Manuel Valls assure l'impunité aux femmes lorsqu'elles profanent des lieux de culte catholiques, mais à quel point en même temps toute l'affaire Dieudonné démontre qu'il y a des communautés qui, elles, sont privilégiées, préservées. Les catholiques seraient des citoyens de seconde zone en France? Non, nous refusons. Et qu'est-ce que ça vous fait de manifester avec les partisans de Dieudonné? Eh bien, aujourd'hui, je vous avoue que je me sens plus proche de Dieudonné que de bien des laïcistes qui sont les alliés de ceux qui détruisent la chrétienté. On en a marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas malades, Valls. Nous ne sommes pas malades. Juste, on est conscients et nous sommes dissidents. Voilà mon message. Alain Soral, vous êtes content? Il y a une foule assez éclectique aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on escomptait. Et ça prouve que la ligne égalité-réconciliation marche. Puisqu'en fait, on a des gens venus de tous horizons. Et même des gars des cités qui disent CRS avec nous. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. C'est la vraie intelligence politique. C'est la fin de la lutte des classes pour la lutte contre... C'est pas la fin de la lutte des classes, c'est la fin du diviser pour régner qui a été mis en place par l'ennemi, notamment le Parti socialiste avec toute la manipulation des banlieues. Et maintenant, c'est l'union sacrée pour la France, pour l'égalité, le respect, la citoyenneté pleine et entière pour tous. C'est un jour où le peuple français, le pays réel, défile dans la rue, le peuple de droite, le peuple qui en a marre de la dictature socialiste. Et je crois que c'est une très bonne initiative de se retrouver entre patriotes pour dénoncer la dictature socialiste. J'arrive pas à être démocrate dans ce monde-là. Je préfère être libre. Et j'aimerais bien que Hollande dégage. Plus il vient sereinement nous dire au bout de 2 ans que ce qu'il avait promis pour être élu était manifestement impossible à réaliser et qu'il va faire autre chose. Bien, s'il a envie de faire autre chose, qu'il parte. On est ici parce qu'on en a ras le cul de ce gouvernement corrompu. On en a marre tout ça. Pour exiger le départ d'Hollande et plus largement du gouvernement, toute cette clique nuisible qui parvient à faire vraiment l'unanimité contre elle. Voilà. Donc en effet, le cortège est très hétéroclite et c'est d'autant plus intéressant de mon point de vue. On vit une époque intéressante et c'est le moment de saisir des opportunités politiques, notamment pour essayer de faire changer un petit peu la situation en France. Je suis un patriote, je suis un Français et j'aime mon pays et je suis vert de le voir dans l'état qu'il est, quoi. Je pense que maintenant, il faut que le président prenne une décision, celle de partir. Je viens au nom du collectif des avocats libres, qui sommes en première ligne dans la défense des libertés publiques et de la liberté d'expression. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un recul manifeste de ces libertés à travers des montées au créneau de M. Manuel Valls qui, outre le fait qu'il s'agit de diversion de la part d'un pouvoir qui est en grande difficulté sur les promesses non tenues, marque un recul très fort des libertés avec l'interdiction de spectacles au préalable, ce qui est un risque, évidemment, une porte ouverte à toutes les dérives totalitaires. Qu'on soit d'accord ou pas, après on peut être tout à fait choqué par les propos, mais entre Voltaire et Saint-Just, je suis plus proche de Voltaire qui disait « je suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez vous exprimer ». On voit vraiment des gens d'horizons différents, des commerçants, des artisans, des chômeurs, des bourgeois, des jeunes des banlieues, qui sont unis derrière le drapeau français. Et au-delà de leur divergence, eh bien, ils sont unis par cette transcendance, par cet amour du pays et par ce rejet de cette classe politique oligarchique qui est complètement coupée du peuple. Nous sommes commerçants et comme beaucoup de nos confrères, commerçants, artisans, professions indépendantes, depuis le nouveau gouvernement, moins de pouvoir d'achat, donc moins de clients, donc licenciements, difficultés d'entreprise. Je suis Richard Roudier, je suis président de la Ligue du Midi, qui est un mouvement identitaire régional, et je suis en même temps porte-parole du réseau identitaire. Et pour vous, quel sens prend cette journée de colère ? Je trouve que c'est une excellente démonstration. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre de participants. On parle entre 10 000 et 30 000, ce qui me paraît un grand succès, avec énormément de jeunes. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement nouveau
le public est beaucoup plus jeune que par rapport à la manif pour tous, je pense, beaucoup plus populaire aussi. Ça, c'est quand même des éléments intéressants. Donc, ce qu'on peut peut-être regretter, c'est la diversité des thèmes qui parfois sont un peu anachroniques. Mais je trouve quand même qu'il y a un certain nombre de manifestations spontanées. L'organisation n'était pas mauvaise. Et je crois que là, c'est vraiment un fer qu'on a porté au gouvernement du président Hollande. Je crois que ça va laisser des traces. C'est la première fois en France depuis des dizaines d'années que nous avons un véritable mouvement populiste politique. Je crois que ça, c'est une nouveauté. Et vous, en tant que réseau identité, quelles sont vos revendications? Ah mais nous, si vous voulez, il y a une chose qui ne sera certainement pas abordée à la tribune, c'est le remplacement de population en particulier, et c'est la forme qu'on peut donner demain à un certain nombre, à l'Europe par exemple. Tout ça, ça ne sera pas abordé. C'est bien dommage, parce qu'on ne peut pas parler d'identité, on ne peut pas parler de colère si on n'entend pas la colère identitaire. Il ne faut pas oublier quand même les dernières statistiques et les derniers sondages en font foi. Ce que les gens recherchent, c'est l'entre-soi. Ce qu'ils critiquent, c'est justement le fait de ne plus se sentir chez soi. Et ça, c'est une majorité de la population de l'ordre de 3/4, y compris dans la gauche. Et donc, je trouve qu'on n'appuie pas assez là-dessus. Est-ce que c'est une réussite, ce jour de colère? Eh bien écoutez, oui, c'est une réussite. On voit qu'il y a des mouvements très différents qui ont réussi à se coaguler aujourd'hui. Je pense que c'est une première en France. On a vraiment des mouvements très divers. C'est étonnant à voir. Et tout le monde est uni autour du même slogan, Hollande démission. Alors oui, c'est une réussite. Il y a eu des débordements ou pas? Non, alors il y a eu apparemment les Femen qui ont voulu interrompre le parcours. Elles ont été neutralisées assez vite. Et sinon, voilà, je sais qu'il y a un des organisateurs qui s'est fait gazer et j'aimerais encore savoir pourquoi. Mais pour l'instant, voilà, pas de débordement à signaler. Les revendications, s'il faut les classer par thème, on va dire que les questions, les thèmes les plus représentés, c'est ceux de la fiscalité, de la famille et ceux du travail et de l'emploi et de l'identité. Voilà, pour dire, après il y a le monde paysan, il y a aussi l'enseignement, la jeunesse, mais c'est vrai que les thèmes les plus représentés sont ceux que je viens d'évoquer. Notre message, c'est de demander à Hollande de partir. Donc jour de colère ne s'arrêtera pas tant que Hollande ne sera pas parti. Le peuple est souverain et on entend reprendre la souveraineté qui nous a été confisquée. Hollande a trahi la confiance des Français, il n'est plus légitime. Il a certes été élu démocratiquement, mais il n'est plus légitime. Et c'est vraiment ce message qu'on va faire passer et on se battra pour qu'il soit entendu. Je pense que cette manifestation a été extrêmement réussie. Je pense que la coagulation a très bien marché. Et que M. Hollande maintenant doit en tirer les conséquences et il doit partir. Et s'il ne part pas de lui-même, eh bien nous saisissons le Parlement pour qu'il puisse appliquer l'article 68. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que comprend l'article 68? Alors l'article 68, en fait, c'est une demande de destitution du président de la République très officielle, faite par des députés, réunis en haute cour. Voilà, donc on verra en particulier si les députés de l'opposition sont courageux. Donc c'est un ultimatum lancé aux politiques? Un ultimatum lancé aux politiques, absolument. C'est donc sur ces images de lutte que nous finissons notre premier journal. Nous vous disons à demain soir. À demain. Tu m'as plus couché.